Tu te réveilles, et elle est encore là. Cette voix dans ta tête qui ne se tait jamais. L'anxiété ne hurle pas, elle murmure. Pourtant, elle ne te laisse aucun répit. Et le pire, c'est que tu t'es peut-être habitué à vivre avec elle, comme si elle faisait partie de toi. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne t'a appris à gérer ton esprit. On t'a seulement appris à survivre avec lui. Et c'est là que se trouve le problème. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer cela. Pas avec des formules magiques ni des phrases creuses, mais avec quelque chose de bien plus inconfortable et bien plus efficace. La philosophie stoïcienne enseigne cela depuis des siècles, comment arrêter de souffrir pour ce que tu ne contrôles pas. Tu n'aimeras peut-être pas tout ce que tu vas découvrir, mais si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi ton anxiété n'est pas ton ennemi, et comment l'utiliser à ton avantage. Mais avant de commencer, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Commençons. Chapitre 1. Qu'est-ce qui m'arrive? Comprendre ton anxiété. Je veux que tu te poses une question maintenant. Une question honnête, sans filtre. Combien de fois t'es-tu réveillé le matin avec cette sensation de poids dans la poitrine, sans vraiment savoir d'où elle venait? Combien de nuits as-tu passé à tourner dans ton lit, l'esprit lancé à toute vitesse, à penser à tout ce qui pourrait mal tourner, à tout ce que tu n'as pas encore résolu, à tout ce que tu crois devoir être, sans encore y parvenir? Si tu te reconnais dans cela, je veux te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es simplement en train de réagir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui touche des millions de personnes dans le monde entier, mais que la plupart portent en silence, comme s'il s'agissait d'une honte. Nous allons parler de l'anxiété. Mais pas d'une manière clinique, froide et distante. Nous allons en parler de l'intérieur, depuis les tripes, depuis cette voix intérieure qui parfois crie trop fort. Et nous allons le faire à travers l'un des systèmes de pensée les plus puissants de l'histoire de l'humanité, la philosophie stoïcienne. L'anxiété n'est pas ton ennemi. Je sais que cela peut sembler étrange, mais écoute-moi bien. À l'origine, l'anxiété est un mécanisme de survie. C'est le signal d'alarme que ton cerveau active lorsqu'il perçoit une menace, réelle ou imaginaire. Il y a des milliers d'années, cette alarme nous permettait de survivre face aux prédateurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce système fonctionne toujours, sauf qu'il se déclenche devant une réunion de travail, une conversation difficile, un futur incertain ou encore le regard des autres. Quand ton cœur s'accélère sans raison apparente, quand tes mains deviennent moites, quand ton esprit commence à construire des scénarios catastrophiques les uns après les autres, c'est cela, l'anxiété. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est simplement ton système nerveux qui fait exactement ce pourquoi il a été programmé, mais dans le mauvais contexte. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens de l'histoire, a écrit dans ses pensées une idée qui résonne encore profondément. La souffrance que nous ressentons ne vient pas des événements eux-mêmes, mais du jugement que nous portons sur eux. Dans ce sens, l'anxiété est un jugement. C'est l'interprétation que nous faisons de la réalité, et non la réalité elle-même. Tout le monde ressent de l'anxiété à certains moments, avant un examen important, avant de parler en public, avant de prendre une décision qui pourrait changer une vie. Et cela est parfaitement normal. Cette anxiété fonctionnelle peut même être utile. Elle te garde alerte, t'aide à te préparer et te pousse à agir. Le problème apparaît lorsque l'anxiété cesse d'être une réponse ponctuelle pour devenir un état permanent. Lorsque tu ne sais même plus quand elle a commencé ni pourquoi elle est encore là. Lorsqu'elle interfère avec ton sommeil, tes relations, ton travail, ta capacité à profiter de la vie. Lorsque la peur de ressentir de l'anxiété finit par générer encore plus d'anxiété. C'est ce que les spécialistes appellent l'anxiété chronique ou le trouble anxieux, et cela touche environ une personne sur 4 au cours de sa vie. Et ici, je veux être honnête avec toi. Si ton anxiété est très intense, très fréquente et qu'elle affecte sérieusement ta qualité de vie, la chose la plus sage à faire est de chercher une aide professionnelle. Ce texte ne remplace ni une thérapie ni un traitement médical. Mais il peut apporter des outils, des perspectives et des pratiques qui, combinés à un accompagnement adapté, peuvent profondément transformer ta relation avec l'anxiété. Ce qui se passe dans ton cerveau. Lorsque l'anxiété s'active, quelque chose de fascinant et d'effrayant se produit dans ton cerveau. L'amygdale, cette petite structure en forme d'amande qui agit comme un détecteur de menaces, envoie un signal d'alarme au reste du corps. Le cerveau interprète qu'il y a un danger, même si aucun tigre ne se trouve devant toi.
Alors, tout s'enchaîne. Le cœur accélère pour envoyer plus de sang vers les muscles. La respiration devient rapide et superficielle. Les muscles se tendent. La digestion ralentit. L'esprit commence à scanner l'environnement à la recherche de menaces. Et le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, se retrouve temporairement éclipsé par cette réponse d'alerte. Tu reconnais cette sensation? Ce moment où tu sais parfaitement qu'il n'y a aucun danger réel, mais où ton corps agit malgré tout comme si ta vie était menacée. C'est cela, l'anxiété qui prend le contrôle. Et comprendre cela est déjà le premier pas vers la reprise du contrôle. Ce que le stoïcisme peut enseigner. Le stoïcisme a ici quelque chose de précieux à nous transmettre. Épictète, l'un des pères du stoïcisme, était esclave avant de devenir philosophe. Il est né sans liberté physique, sans possession, sans droit, et pourtant, il a développé l'un des esprits les plus libres de l'Antiquité. Son enseignement central était simple. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos jugements, nos réponses. Ce qui ne dépend pas de nous, le temps, l'opinion des autres, les résultats, le futur. Et l'anxiété naît souvent du fait que nous essayons de contrôler ce qui échappe à notre pouvoir. Reconnaître cela peut faire mal au début, mais c'est aussi profondément libérateur. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu réagis. Je veux que tu retiennes ceci. L'anxiété n'est pas le signe que tu es faible. Ce n'est pas la preuve qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais chez toi. C'est simplement le signe que ton système nerveux a appris à réagir d'une certaine manière face à certaines situations. Et ce qui s'apprend peut se désapprendre. Ce qui a été conditionné peut être reconditionné. Dans la philosophie stoïcienne, il n'existe pas de « personne anxieuse » comme une identité fixe et immuable. Il existe seulement quelqu'un qui, pour l'instant, se laisse entraîner par des impressions automatiques qu'il n'a pas encore appris à examiner. Et le véritable travail stoïcien est précisément là. Examiner ces impressions. Les questionner. Les transformer. Tu n'es pas ton anxiété. Tu es la conscience capable de l'observer. Le premier pas vers la liberté consiste à reconnaître les chaînes qui t'emprisonnent. Et si tu crois que comprendre ce qui t'arrive est déjà une grande avancée, attends de voir ce qui vient ensuite. Parce que maintenant que tu sais ce qu'est l'anxiété, il est temps de découvrir d'où vient exactement la tienne. Et ce que tu vas découvrir pourrait bien te surprendre. Chapitre 2. Identifie ce qui déclenche ton anxiété. Imagine un instant que tu conduises de nuit sur une route que tu connais parfaitement. Soudain, sans le moindre avertissement, les phares de la voiture s'éteignent. L'obscurité devient totale. Tu ne sais plus ce qu'il y a devant toi. C'est exactement ce que l'on ressent lorsque l'anxiété apparaît sans que l'on comprenne d'où elle vient. Elle semble surgir de nulle part. Elle paraît irrationnelle. Pourtant, je t'assure qu'elle a une logique. Toute anxiété a une cause. Toujours. Le problème, c'est que cette cause est parfois tellement enfouie dans notre routine, dans nos pensées automatiques ou dans nos habitudes relationnelles que nous avons fini par ne plus la voir. Le stoïcisme nous enseigne que la connaissance de soi est le fondement de toute sagesse. Connais-toi toi-même, n'était pas seulement une phrase gravée sur le temple de Delphes. Pour les stoïciens, c'était une pratique quotidienne, rigoureuse et honnête. Et se connaître soi-même implique de connaître ses déclencheurs, ses situations, ses personnes, ses pensées ou ses environnements qui allument la flamme de ton anxiété. Certaines personnes voient leur anxiété exploser dans des situations sociales, réunions, conversations avec des inconnus, prises de parole en public. D'autres ressentent l'angoisse surtout dans les périodes d'incertitude, changements professionnels, décisions importantes, avenir flou. Certaines souffrent à cause du conflit, de la peur de décevoir ou de la crainte des critiques. Et il y a aussi ceux qui ne savent même plus à quel moment tout a commencé. Je veux te proposer un exercice profondément stoïcien. Durant les prochains jours, chaque fois que tu ressentiras de l'anxiété, au lieu d'essayer immédiatement de la faire taire, arrête-toi un instant et pose-toi ces questions. Que étais-je en train de faire juste avant que cela commence? Où suis-je? Avec qui suis-je? À quoi étais-je en train de penser? Note tout cela. Sans te juger. Sans qualifier cela de ridicule ou d'exagéré. Observe simplement. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelait l'examen nocturne. À la fin de chaque journée, ils revisitaient mentalement leurs actions, leurs pensées et leurs émotions afin d'identifier des schémas à améliorer. Tu peux faire exactement la même chose.
Les déclencheurs invisibles. Et voici quelque chose qui pourrait changer complètement ta façon de voir les choses. L'anxiété n'a pas seulement des déclencheurs externes. Elle possède aussi des déclencheurs internes, et ce sont souvent les plus puissants, ainsi que les plus difficiles à détecter, parce qu'ils vivent directement dans notre esprit. Quels sont ces mécanismes? Les plus fréquents sont la catastrophisation, imaginer systématiquement le pire scénario possible. La lecture de pensée, croire savoir ce que les autres pensent de toi, et supposer que c'est forcément négatif. La personnalisation, penser que tout ce qui va mal est lié à toi. La surgénéralisation, une chose s'est mal passée, donc tout ira toujours mal. Marc Aurèle l'exprimait avec une clarté brutale. L'âme prend la couleur de ses pensées habituelles. Si tes pensées habituelles sont sombres, alors ton expérience de la réalité deviendra sombre elle aussi, peu importe ce qui se passe autour de toi. Identifier ces pensées n'est pas un processus confortable. Cela demande de l'honnêteté. Cela demande de regarder à l'intérieur sans détourner le regard. Mais c'est aussi l'un des actes les plus libérateurs que tu puisses accomplir. L'influence des personnes et des environnements. Sénèque écrivait constamment à son ami Lucilius pour lui rappeler le pouvoir immense que l'environnement exerce sur l'esprit. « Dis-moi avec qui tu marches, et je te dirai qui tu es » n'est pas seulement un proverbe populaire. C'est une vérité profondément philosophique. Il existe des personnes dont la simple présence tend ton corps sans même que tu comprennes pourquoi. Il existe des environnements qui t'épuisent. Des conversations qui te laissent vider, avec l'esprit rempli de bruit. Et certaines situations, même apparemment inoffensives, réveillent en toi des blessures que tu portes depuis des années. Cela ne signifie pas que tu dois fuir tout ce qui te met mal à l'aise. Le stoïcisme ne prône pas l'évitement. Il enseigne la compréhension et l'action consciente. Mais il t'invite à être honnête avec toi-même concernant les personnes, les lieux et les contextes qui alimentent ton anxiété afin que tu puisses prendre des décisions plus lucides pour ta vie. Les schémas cachés. Les schémas sont la clé. L'anxiété est rarement aléatoire. Elle apparaît souvent dans des moments précis, face à des stimuli précis, dans des combinaisons précises. Et lorsque tu commences à voir le schéma, une partie du mystère et de la peur commence à disparaître. Une pratique stoïcienne très concrète que tu peux appliquer est le journaling, le journal philosophique. Pas besoin d'écrire des pages entières. 3 ou 4 lignes par jour suffisent. Note. Quand l'anxiété est apparue. Son intensité. Ce que tu faisais. Ce que tu pensais. Comment tu as réagi. En 2 semaines, tu auras une véritable carte de ton paysage émotionnel. Et cette carte vaut de l'or. J'ai commencé à faire cela il y a longtemps, et ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. Mon plus grand déclencheur n'était pas celui que j'imaginais. C'était une combinaison de manque de sommeil et de situations dans lesquelles j'avais l'impression de perdre le contrôle. Une fois que je l'ai compris, j'ai pu travailler dessus d'une manière totalement différente. Ne souffre pas pour ce qui n'est pas encore arrivé. Ne gaspille pas ton énergie à craindre des ombres qui n'existent peut-être même pas. Maintenant, tu sais ce qui déclenche ton anxiété. Mais savoir ne suffit pas. Parce qu'au cœur de la tempête, si tu n'as aucun outil pour ralentir intérieurement, la connaissance seule ne te sauvera pas. Le prochain chapitre est probablement le plus pratique et le plus immédiat de tous. Car je vais te donner quelque chose que tu peux utiliser dès maintenant. Chapitre 3, respire et ralentis le rythme. Il existe quelque chose que tous les êtres humains font sans y penser, entre 12 et 20 fois par minute, depuis leur naissance jusqu'à leur dernier souffle. Quelque chose de tellement quotidien, tellement automatique, que nous n'y prêtons même plus attention. Et pourtant, c'est l'un des outils les plus puissants que tu possèdes pour gérer ton état intérieur. La respiration. Je sais que lorsqu'on te dit « respire profondément » pendant un moment d'anxiété, ton premier réflexe est peut-être de penser « ça ne sert à rien. Je respire déjà. » Le problème est ailleurs. Et je comprends cette réaction, parce que pendant longtemps, j'ai pensé exactement la même chose. Jusqu'au jour où j'ai compris la science qui se cache derrière cela. Ton système nerveux possède 2 grands modes de fonctionnement. Le mode d'alerte, contrôlé par le système nerveux sympathique, celui qui s'active face au danger, au stress et à l'anxiété. Et le mode d'apaisement, contrôlé par le système nerveux parasympathique. La respiration est l'un des rares mécanismes du corps appartenant aux 2 mondes. Normalement, elle fonctionne automatiquement. Mais tu peux aussi la contrôler consciemment.
Et lorsque tu le fais correctement, tu envoies directement un signal à ton cerveau. Le danger est passé. Tu peux te calmer. Les stoïciens, surtout dans la tradition tardive du stoïcisme, accordaient beaucoup d'importance à ce qu'ils appelaient le pneuma, le souffle vital reliant le corps et l'esprit. Pour eux, la respiration n'était pas quelque chose de secondaire. C'était le fil invisible reliant la raison à l'expérience physique du monde. La respiration 4-7-8. Voici une technique concrète, soutenue à la fois par les neurosciences modernes et par des traditions philosophiques anciennes. Elle s'appelle la respiration 4-7-8. 4-7-84-7-84-7-8. Tu peux la pratiquer n'importe où, à n'importe quel moment, sans que personne ne remarque quoi que ce soit. D'abord, assieds-toi ou reste debout dans une position confortable. Expire complètement l'air de tes poumons par la bouche. Ensuite, inspire par le nez pendant 4 secondes. Retiens l'air pendant 7 secondes. Expire lentement par la bouche pendant 8 secondes. Cela constitue un cycle. Répète-le 4 fois. Pendant ce processus, il se passe quelque chose de puissant dans ton corps. La rétention du souffle active le nerf vague, l'un des principaux régulateurs du système parasympathique. L'expiration longue et contrôlée ralentit le rythme cardiaque. Et le fait de te concentrer sur le comptage empêche ton esprit de partir dans des scénarios catastrophiques. Quand la crise d'angoisse arrive. Une crise d'anxiété peut donner l'impression que le monde est en train de s'effondrer. Tu peux avoir peur de t'évanouir, de perdre le contrôle ou même de devenir fou. Et même si je sais qu'il est difficile d'écouter la raison à ce moment-là, je veux que tu gardes ceci quelque part dans ta mémoire. Une crise d'anxiété n'est pas physiquement dangereuse. Personne n'est mort d'anxiété. Et une crise finit toujours par passer. Lorsque l'attaque arrive, la première tâche n'est pas de te calmer immédiatement. La première tâche est de ne pas paniquer, à cause du fait que tu paniques. Cette deuxième couche de peur, la peur de l'anxiété elle-même, est souvent ce qui transforme un épisode difficile en véritable cauchemar. Ce que je fais personnellement, et ce que recommandent beaucoup de personnes formées au stoïcisme et à la psychologie, est très simple. Reconnaître ce qui est en train de se passer sans lutter contre cela. Te dire intérieurement. Ceci est de l'anxiété. C'est inconfortable, mais ce n'est pas dangereux. Cela va passer. Puis commencer la respiration contrôlée que nous venons de voir. Le stoïcisme possède ici un concept essentiel, la proérosie, c'est-à-dire notre capacité de choix rationnel. Même dans les pires moments d'anxiété, il existe toujours, même minuscule, un espace de choix. Nous pouvons choisir de ne pas ajouter davantage de carburant au feu avec des pensées catastrophiques. Nous pouvons choisir de respirer consciemment. Nous pouvons choisir de rester présents sans fuir. Une pratique quotidienne. La respiration consciente ne devrait pas être seulement un outil d'urgence. Elle devrait devenir une pratique quotidienne, comme se brosser les dents ou prendre une douche. 5 minutes le matin, avant que la journée ne commence et que l'esprit ne se remplisse de bruit. 5 minutes le soir, avant de dormir, pour lâcher la tension accumulée. Les stoïciens pratiquaient une préparation mentale chaque matin. Marc Aurèle commençait ses journées en réfléchissant aux difficultés qu'il pourrait rencontrer et à la manière d'y répondre avec vertu. Tu peux ajouter à cette préparation quelques minutes de respiration consciente. Avec le temps, ton système nerveux commence à apprendre. Il récupère plus rapidement. Il se déclenche moins facilement. Il devient plus résilient. La résilience n'est pas un don réservé à quelques personnes. C'est une capacité qui se construit. Et la respiration est probablement le terrain d'entraînement le plus accessible qui existe. Quand tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, contrôle ta respiration. C'est là que tout commence. La respiration est l'encre du moment présent. Mais il existe quelque chose qui peut tout détruire, même lorsque tu respires correctement. La voix qui parle dans ta tête. Dans le prochain chapitre, nous allons affronter ce qui est souvent plus difficile que n'importe quel exercice physique. Tes propres pensées. Chapitre 4, tout ce que tu penses n'est pas forcément vrai. Sais-tu combien de pensées un être humain peut avoir en une seule journée? Certaines études estiment que nous avons des milliers de pensées quotidiennes, et qu'une grande partie d'entre elles sont répétitives, négatives et souvent déformées. Et si tu souffres d'anxiété, je peux presque te garantir une chose. La majorité de ces pensées ont 3 caractéristiques communes, elles sont négatives, répétitives et, dans bien des cas, complètement fausses.
C'est précisément ce que nous allons apprendre à travailler maintenant. L'esprit anxieux est, au fond, un narrateur peu fiable. Il construit des histoires à partir de fragments de réalité, les mélange avec des peurs du passé, les projette sur le futur, puis te les présente comme des vérités absolues. Et comme ces pensées apparaissent dans ta propre tête, tu as naturellement tendance à les croire sans les remettre en question. Le stoïcisme possède un mot pour désigner cela, les fantasies, c'est-à-dire les impressions mentales. Ce sont les représentations que notre esprit crée à propos de la réalité. Et l'un des plus grands enseignements stoïciens est celui-ci. Nous ne sommes pas obligés d'accepter comme vraies toutes les impressions qui traversent notre esprit. Nous pouvons les examiner. Nous pouvons les questionner. Nous pouvons décider si elles méritent réellement d'être crues. Les pensées automatiques. Les pensées négatives automatiques sont exactement ce que leur nom indique, automatiques. Tu ne les invites pas consciemment. Elles apparaissent simplement comme des réflexes conditionnés. Je vais sûrement échouer. Les autres n'ont pas ce problème. Tout va mal se passer. Je ne suis pas à la hauteur. Pour apprendre à les repérer, tu dois développer ce que les stoïciens appelaient la prosoche, l'attention consciente portée à soi-même. Ce n'est pas exactement de la méditation au sens oriental du terme, même si cela partage certains éléments. C'est l'habitude d'observer tes propres processus mentaux avec la même attention que tu utiliserais pour observer un phénomène extérieur. Voici une technique très simple. Lorsque ton anxiété augmente soudainement, arrête-toi un instant et demande-toi. À quoi étais-je en train de penser juste avant? Très souvent, tu découvriras qu'une pensée automatique agissait discrètement en arrière-plan, presque en dehors de ta conscience, alimentant ton mal-être. Et une fois cette pensée identifiée, vient l'étape la plus puissante. La remettre en question. Pas pour la supprimer. Pas pour te convaincre artificiellement que tout est parfait. Mais pour examiner honnêtement si elle est réellement vraie. Les questions qui changent tout. Ces questions, inspirées à la fois de la thérapie cognitive et du stoïcisme, peuvent profondément t'aider. Ai-je de véritables preuves que cette pensée est vraie, ou suis-je simplement en train de supposer? Quelle serait réellement la pire conséquence si ce que je crains arrivait? Est-ce vraiment aussi catastrophique que mon esprit le prétend? Suis-je en train de surestimer le danger tout en sous-estimant ma capacité à y faire face? Que dirais-je à un ami proche s'il avait exactement cette pensée? Cette dernière question est particulièrement puissante. Parce qu'avec les autres, nous sommes souvent bien plus rationnels, lucides et compatissants qu'avec nous-mêmes. Sénèque disait que le sage ne se trompe pas lui-même. Et l'auto-illusion la plus fréquente n'est pas de croire que tout va bien quand tout va mal. C'est souvent l'inverse, croire que tout est catastrophique alors que la situation reste, en réalité, gérable. Le stoïcisme n'est pas du positivisme naïf. Je veux être très clair sur ce point, parce qu'il existe une énorme différence entre la pensée positive superficielle et ce que propose réellement le stoïcisme. La pensée positive te dit « Tout ira bien ». Pense positivement. Visualise le succès. Le stoïcisme, lui, dit quelque chose de beaucoup plus honnête et beaucoup plus utile. Accepte la réalité telle qu'elle est. Travaille avec ce que tu as. Et fais confiance à ta capacité à répondre aux événements. Il ne s'agit pas de te mentir. Il ne s'agit pas de peindre en rose ce qui est noir. Il s'agit d'élargir ta perspective. De voir l'ensemble du tableau, et pas seulement le coin sombre sur lequel l'anxiété veut maintenir ton attention. Marc Aurèle pratiquait ce qu'il appelait « la vue d'en haut ». Il imaginait observer sa propre vie et ses problèmes depuis une perspective plus élevée, plus vaste. Cette prise de distance ne te rend pas insensible. Elle te rend plus lucide. Sortir de la rumination. La rumination est le mécanisme par lequel l'esprit anxieux s'emprisonne lui-même. Tu penses à quelque chose qui t'inquiète. Cela génère de l'anxiété. Cette anxiété produit encore plus de pensées. Puis davantage d'anxiété. Et le cycle semble ne jamais finir. La solution stoïcienne n'est pas de supprimer les pensées. Cela aggrave souvent les choses, comme le sait toute personne ayant déjà essayé de ne pas penser à quelque chose. La solution consiste à interrompre activement la boucle. Comment? 1. Reconnais la boucle. Nommer ce qui se passe réduit déjà une partie de son pouvoir. Dis-toi simplement. Je suis en train de ruminer. 2. Ramène-toi au présent. Rediriger ton attention vers quelque chose de concret, observable et immédiat. Que vois-tu autour de toi?
Que entends-tu? Comment est ta respiration? 3. Si le problème est réel, programme une action. Si la pensée concerne quelque chose de concret qui nécessite une décision ou une action, note-la. Puis décide consciemment du moment où tu t'en occuperas. Reporter une pensée avec l'engagement clair d'y revenir plus tard est beaucoup plus efficace que d'essayer de l'écraser mentalement. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit. C'est la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Maintenant que nous commençons à remettre de l'ordre dans l'esprit, il est temps de parler d'un élément que beaucoup de personnes ignorent totalement, alors qu'il peut saboter tous leurs efforts mentaux sans qu'elles s'en rendent compte. Le corps. Ton corps a bien plus à dire que tu ne l'imagines. Chapitre 5. Ton corps parle aussi. J'ai une question pour toi. Quand est-ce que tu as vraiment bien dormi pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as bougé ton corps jusqu'à transpirer réellement? Quand as-tu fait attention à ce que tu mangeais, non pas parce que tu suivais un régime, mais parce que tu te souciais sincèrement de la manière dont ton corps se sentait ensuite? Si certaines de ces questions t'ont mis mal à l'aise, alors ce que nous allons voir maintenant te concerne directement. Dans notre culture moderne, surtout occidentale, il existe une tendance très répandue à considérer l'anxiété comme un problème uniquement mental ou émotionnel. Mais la séparation entre le corps et l'esprit est en grande partie une illusion. L'anxiété ne vit pas seulement dans ta tête. Elle vit aussi dans tes muscles, dans ton ventre, dans ton rythme cardiaque, dans la qualité de ton sommeil. Le stoïcisme, qui est avant tout une philosophie pratique de la vie, n'a jamais ignoré le corps. Épictète parlait du soin du corps comme faisant partie intégrante du soin de l'être humain. Et Marc Aurèle, qui a lutté toute sa vie contre des maladies physiques tout en gouvernant un empire, comprenait profondément à quel point le corps et l'esprit s'influencent mutuellement. Les signes physiques de l'anxiété. L'anxiété laisse des traces très reconnaissables dans le corps, même si nous ne les associons pas toujours à elle. Tension musculaire, surtout dans le cou, les épaules et la mâchoire. Problèmes digestifs comme les nausées, diarrhée ou constipation. Fatigue chronique. Maux de tête récurrents. Palpitations. Sensation d'étouffement ou pression dans la poitrine. Le lien entre le cerveau et l'intestin est particulièrement fort, notamment grâce aux nerfs vagues. C'est pour cela que tant de personnes passent des années à consulter des médecins pour des symptômes physiques qui sont en réalité des manifestations de leur anxiété. Et consulter un médecin reste important. Il faut toujours écarter les causes physiques ou organiques. Mais lorsque les examens ne révèlent rien et que la souffrance persiste, alors l'esprit mérite aussi d'être écouté. Le pouvoir du mouvement. L'exercice physique est probablement l'un des anxiolytiques et antidépresseurs naturels les plus puissants qui existent. Et ce n'est pas une métaphore. La science le confirme massivement. Quand tu fais du sport, ton cerveau libère des endorphines, de la sérotonine, de la dopamine et de la noradrénaline, des neurotransmetteurs directement liés à l'humeur et à la régulation émotionnelle. Mais au-delà de la chimie, l'exercice produit un autre effet extrêmement puissant. Il t'apprend à tolérer l'inconfort. Quand tu cours jusqu'à manquer d'air. Quand tu fais une répétition de plus alors que tu pensais ne plus pouvoir continuer. Tu entraînes aussi ton esprit à supporter des états d'activation intense sans s'effondrer. Et c'est exactement ce dont tu as besoin face à l'anxiété. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète de haut niveau. 30 minutes de marche rapide, 4 ou 5 fois par semaine, suffisent déjà à produire des changements mesurables sur l'anxiété. Ce qui compte, c'est la régularité. Comme dirait un stoïcien. Ce n'est pas la grandeur de l'action qui compte, mais la constance de l'habitude. Le sommeil, une nécessité sous-estimée. Le sommeil est probablement l'un des facteurs les plus négligés dans la gestion de l'anxiété. Quand nous dormons mal, le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, perd en efficacité. Et l'amygdale, le détecteur de menaces, devient hypersensible. En pratique, cela signifie qu'après une mauvaise nuit, tout paraît plus menaçant, plus difficile et plus insurmontable. L'hygiène du sommeil n'est pas un luxe. C'est une nécessité biologique, et même philosophique. Quelques principes simples. Se coucher et se lever à des heures régulières, même le week-end. Réduire les écrans avant de dormir. Éviter les stimulants tard dans la journée. Créer un environnement calme et sombre. Le journaling dont nous avons parlé plus tôt peut être particulièrement utile avant le coucher. Écrire ce qui encombre ton esprit permet d'éviter que ces pensées tournent sans fin sur l'oreiller. L'alimentation influence aussi ton esprit. Le lien entre l'alimentation et l'anxiété est bien plus profond qu'on ne l'imagine. L'intestin,
parfois appelé le deuxième cerveau, produit environ 90% de la sérotonine du corps. Ce que tu manges influence directement ton microbiote intestinal, et ce microbiote influence à son tour ton humeur et ton niveau d'anxiété. Sans entrer dans des prescriptions médicales ou des régimes précis, certaines vérités générales restent importantes. L'excès de sucre, l'excès de caféine, l'alcool, la déshydratation peuvent fortement amplifier l'anxiété. À l'inverse, les aliments riches en magnésium, en oméga 3 et en probiotiques semblent avoir des effets positifs sur le système nerveux. Les stoïciens pratiquaient la sobriété, non pas par extrémisme, mais parce qu'ils comprenaient qu'une dépendance excessive au plaisir sensoriel nous rend vulnérables. Manger consciemment, sans excès ni automatisme, est déjà en soi un exercice stoïcien d'autorégulation. Le corps ne ment pas. Si tu apprends à l'écouter, il te dira exactement ce dont il a besoin. Maintenant que nous avons porté notre attention sur le corps, il est temps de revenir à quelque chose de simple, mais que très peu de gens savent réellement faire. Revenir au présent. Parce que l'anxiété vit presque toujours dans le passé ou dans le futur. Jamais dans l'instant présent. Chapitre 6. Sors de ta tête, reviens au présent. L'anxiété est une machine à voyager dans le temps. Elle t'emmène toujours vers le futur, vers ce qui pourrait arriver, vers ce qui risque de mal tourner, vers ce qui n'est pas encore arrivé mais que ton esprit répète déjà comme si c'était inévitable. Ou alors, elle te ramène dans le passé, à ce que tu as dit et que tu n'aurais pas dû dire, à ce que tu as fait et que tu regrettes, à ce que tu as perdu et que tu ne peux plus récupérer. L'anxiété ne vit jamais dans le présent. Et c'est précisément là sa faiblesse. Marc Aurèle l'a écrit avec une précision qui reste révolutionnaire presque 2000 ans plus tard. Limite ton existence au présent. Pas au passé, que tu ne peux plus changer. Pas au futur, qui n'existe pas encore. Mais au seul moment où tu vis réellement. Celui-ci. Ce que signifie vraiment vivre le moment présent. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ni arrêter de planifier l'avenir. Les stoïciens étaient d'excellents stratèges, et ils apprenaient énormément de leurs expériences passées. Mais vivre le présent signifie autre chose. Ne pas permettre au passé ou au futur de coloniser ton esprit au point de t'empêcher de fonctionner, de respirer ou de profiter de ce qui existe ici et maintenant. La philosophie stoïcienne possède un concept magnifique appelé amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas d'une résignation passive face à ce qui arrive. C'est une acceptation active et profonde de la réalité telle qu'elle est, avec ses imperfections, ses incertitudes et même ses moments douloureux. Parce que la paix ne se trouve pas dans une résistance permanente à la réalité. Elle se trouve dans l'acceptation lucide de ce qui est. Revenir au présent grâce à l'attention consciente. Le mindfulness, ou pleine conscience, n'est pas une simple mode moderne. Dans ses fondements, cette pratique partage énormément avec la prosoche stoïcienne, l'attention délibérée portée à son expérience présente. Voici 3 exercices simples que j'utilise personnellement et que tu peux intégrer dans ta journée sans avoir besoin de méditer pendant des heures. Exercice 1. La méthode 5-4-3-2-1. Lorsque tu sens ton esprit glisser vers l'anxiété, utilise tes sens pour revenir au présent. 5-4-3-2-15-4-3-2-15-4-3-2-15-4-3-3-2-1. Nomme 5 choses que tu peux voir. 4 choses que tu peux toucher. 3 choses que tu peux entendre. 2 choses que tu peux sentir. 1 chose que tu peux goûter. Cet exercice active immédiatement tes sens et ramène ton attention dans l'instant présent. Exercice 2. La pause consciente. 3 fois par jour, peu importe ce que tu fais, arrête-toi pendant 30 secondes. Seulement 30 secondes. Respire. Observe où tu es. Observe ce que tu ressens. Observe ce qui se passe autour de toi. Sans juger. Sans analyser. Juste observer. Exercice 3. Une seule tâche, une attention complète. Choisis une activité quotidienne très simple. Faire la vaisselle. Prendre une douche. Marcher jusqu'au travail. Puis fais cette activité avec une attention totale. Sans téléphone. Sans penser à ce que tu dois faire ensuite. Sans te précipiter mentalement vers autre chose. Seulement présent dans l'action. Tu n'es pas obligé de croire chaque pensée. Il existe une différence fondamentale entre avoir une pensée et fusionner avec elle. Les stoïciens décrivaient cela comme la différence entre recevoir une impression mentale et lui donner immédiatement son assentiment.
Imagine que tes pensées soient des voitures circulant sur une route. Tu peux rester au bord de la route et les regarder passer. Ou tu peux monter dans l'une d'elles et te laisser entraîner là où elle va. Le mindfulness et l'entraînement stoïcien t'apprennent précisément cela. Voir la pensée anxieuse apparaître et te dire « Voilà encore cette pensée. Je la vois. Mais je ne suis pas obligé de monter dedans. » Cela ne s'apprend pas en une journée. Mais avec du temps, de la pratique et de la patience, cela devient progressivement une seconde nature. Sortir du circuit de la rumination. Nous avons déjà parlé de la rumination dans le chapitre précédent, mais elle mérite d'être évoquée ici aussi, parce qu'elle est directement liée au présent. La rumination apparaît lorsque l'esprit quitte le moment présent et reste enfermé dans une boucle de pensée répétitive. Revenir au présent, c'est littéralement sortir de cette boucle. Marc Aurèle pratiquait une méthode qu'il appelait « la réduction au présent ». Lorsque ton esprit commence à se perdre dans le passé ou le futur, ramène-le fermement mais avec bienveillance vers ceci. Ici, maintenant. Il n'existe aucun passé capable de te blesser maintenant, sauf si tu lui en donnes le pouvoir. Il n'existe aucun futur capable de te menacer maintenant, sauf si tu lui abandonnes ton esprit. Tout ce qui existe réellement, c'est ce qui se trouve devant toi en cet instant. Le présent est le seul moment que tu possèdes véritablement. Ne le gaspille pas en vivant ailleurs. Le prochain territoire à explorer. Vivre dans le présent est déjà extrêmement puissant. Mais il existe quelque chose d'encore plus profond. Apprendre à gérer ce que tu ressens lorsque le présent devient difficile. Les émotions sont le prochain territoire que nous devons apprendre à habiter. Et c'est bien plus fascinant que tu ne l'imagines. Chapitre 7. Apprends à gérer ce que tu ressens. Je veux te poser une question, en toute honnêteté. Que fais-tu lorsque tu ressens quelque chose qui te déplaît? Est-ce que tu l'ignores? Est-ce que tu l'enterres sous le travail, sous le téléphone, sous la nourriture ou sous le bruit? Ou bien te laisses-tu emporter par cette émotion jusqu'à ce qu'elle occupe tout l'espace disponible? La plupart d'entre nous ont appris l'une de ces deux réactions, la suppression ou l'envahissement émotionnel. Parce que personne ne nous a appris une troisième voie. Cette troisième voie, c'est la gestion émotionnelle. Et le stoïcisme, lorsqu'il est bien compris, est un manuel extraordinaire pour l'apprendre. Avant de continuer, il faut clarifier quelque chose d'essentiel. Le stoïcisme ne signifie pas ne rien ressentir. C'est probablement le plus grand malentendu autour de cette philosophie. Les stoïciens n'étaient pas des robots dépourvus d'émotions. Ils ressentaient, aimaient, pleuraient et souffraient. Ce qu'ils cherchaient à maîtriser, ce n'était pas l'existence des émotions, mais leur manière d'y répondre. En psychologie, il existe une pratique appelée l'étiquetage émotionnel, et ses effets sur le cerveau anxieux sont impressionnants. Lorsque tu mets des mots précis sur ce que tu ressens, le cortex préfrontal, la partie rationnelle du cerveau, s'active, tandis que l'amygdale, la partie réactive, se calme. Concrètement, nommer une émotion réduit physiquement son intensité. Il ne suffit pas de dire « je vais mal » ou « je me sens bizarre ». Plus tu es précis, plus l'effet est puissant. Est-ce de la peur? De la tristesse? De la honte? De la frustration? De la solitude? De la colère? Ou un mélange de plusieurs émotions? Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la diaresie émotionnelle, distinguer avec précision les différentes perturbations de l'âme, les pathet, afin de mieux les comprendre et d'y répondre avec sagesse. Quand l'anxiété ou toute autre émotion intense apparaît, notre premier réflexe est souvent de réagir immédiatement, fuir, attaquer ou se figer. Ce sont les trois grands mécanismes du stress inscrits dans notre système nerveux. L'entraînement stoïcien propose autre chose, créer un espace entre le stimulus et la réponse. Même si cet espace ne dure que quelques secondes, c'est là que réside ta liberté. Dans cet espace, tu peux te demander: que se passe-t-il réellement? À quoi cette émotion répond-elle? De quoi ai-je besoin maintenant? Viktor Frankl, fondateur de la logothérapie, a exprimé cette idée avec une phrase que beaucoup gardent en mémoire toute leur vie. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace réside notre liberté de choisir notre réponse. Lorsque l'intensité émotionnelle est très forte, le corps a besoin d'aide pour se réguler avant que l'esprit puisse fonctionner correctement. Voici 3 techniques qui combinent l'approche stoïcienne avec les découvertes de la neuroscience moderne sur la régulation émotionnelle. La première est le mouvement physique. Lorsque l'émotion devient trop intense, lève-toi, marche, bouge les bras.
Le mouvement aide le corps à éliminer les hormones du stress qui circulent dans ton organisme. La deuxième est l'autocompassion active. Parle-toi comme tu parlerais à un ami cher. Pas avec pitié, mais avec compréhension sincère. Dis-toi. C'est difficile. Ce que je ressens a du sens. Je suis capable de traverser cela. La troisième est l'écriture expressive. Mets sur le papier tout ce que tu ressens, sans filtre, sans structure, sans chercher à bien écrire. Vide simplement ce qui se passe en toi. Ce processus d'externalisation a des effets réels et mesurables sur le système de stress. Accepter une émotion ne signifie pas s'y abandonner. Beaucoup pensent que reconnaître une émotion revient à lui donner plus de pouvoir, mais c'est l'inverse. Refouler une pensée ou une émotion la rend souvent encore plus présente. L'acceptation stoïcienne consiste à regarder l'émotion en face et à dire « Tu es là. Je te vois. Je n'aime pas ta présence, mais je ne vais pas me battre contre toi. Je vais t'observer et te laisser passer. » Celui qui apprend à ressentir sans se perdre dans ce qu'il ressent atteint un équilibre que beaucoup recherchent toute leur vie. Savoir ressentir est un article. Mais il existe quelque chose que beaucoup utilisent pour fuir leurs émotions, et qui, paradoxalement, les aggrave énormément, l'évitement. Dans le prochain chapitre, nous allons parler de ce piège subtil que l'anxiété tend à ceux qui en souffrent. Chapitre 8. Arrête d'éviter et commence à affronter. As-tu déjà refusé une invitation sociale simplement parce que l'idée d'y aller te provoquait trop d'angoisse? As-tu déjà renoncé à faire quelque chose que tu voulais vraiment faire, ou à dire quelque chose que tu avais besoin de dire, uniquement parce que la peur était trop forte? Si oui, sache d'abord que c'est profondément humain. Mais sache aussi ceci, si tu continues à agir ainsi, le problème va grandir. L'évitement est le piège préféré de l'anxiété. Et sa logique est redoutable. Lorsque tu évites quelque chose qui t'angoisse, tu ressens immédiatement un soulagement. La tension diminue, ton cerveau enregistre alors un message simple. Éviter fonctionne. Et à partir de là, il commence à générer encore plus d'anxiété face à davantage de situations, afin de te pousser à les éviter elles aussi. Le stoïcisme a une position très claire sur l'évitement, il est incompatible avec la croissance et avec la vertu. Le stoïcien ne cherche pas le chemin le plus confortable. Il cherche celui qui le rend plus fort, plus sage et plus libre. Et ce chemin passe toujours par l'affrontement, jamais par la fuite. D'un point de vue psychologique, l'évitement nourrit l'anxiété de deux manières. La première est le renforcement négatif, éviter procure un soulagement immédiat, ce qui renforce le comportement. La seconde est plus subtile, en évitant, tu ne vérifies jamais si ta peur était réellement fondée. La menace reste donc intacte dans ton imagination, et elle devient même plus effrayante avec le temps. Imagine une personne qui a peur des chiens. Si elle n'approche jamais un chien, cette peur ne pourra jamais être corrigée par l'expérience réelle. La menace restera enfermée dans son imagination, intacte et grandissante. Le seul véritable antidote est l'exposition. Les stoïciens pratiquaient déjà une forme de préparation à l'adversité. Sénèque parlait de la premeditatio malorum, la méditation sur les difficultés possibles. Non pas pour sombrer dans le catastrophisme, mais pour se préparer intérieurement afin de ne pas être pris au dépourvu lorsque l'épreuve arrive. Cependant, affronter ses peurs ne signifie pas se jeter brutalement dans sa plus grande terreur du jour au lendemain. Cela risquerait seulement de créer une expérience traumatisante qui renforcerait encore davantage la peur. La bonne approche est l'exposition graduelle. Le principe est simple, tu construis une échelle de situations liées à ce qui t'effraie, classée de la moins angoissante à la plus difficile. Puis tu avances étape par étape. Tu restes dans chaque situation jusqu'à ce que l'anxiété diminue d'elle-même. Ensuite, tu passes à l'étape suivante. Par exemple, si tu souffres d'anxiété sociale. Première étape, saluer un inconnu dans la rue. Deuxième étape, avoir une courte conversation avec un caissier. Troisième étape, assister à un événement social pendant 20 minutes. Et ainsi de suite. Le principe stoïcien ici est celui des petites actions vertueuses répétées. Ce n'est pas un acte spectaculaire qui transforme une vie, mais la répétition constante de petits actes courageux. Comprends bien ceci, lorsque tu t'exposes à ce qui te fait peur, tu n'entraînes pas l'absence de peur. Tu entraînes ta capacité à tolérer l'inconfort. Tu apprends à ton système nerveux qu'il peut traverser un état d'activation intense puis revenir au calme sans catastrophe. Chaque fois que tu affrontes une peur et que tu la traverses,
ton cerveau met à jour sa perception du danger. Ce n'était pas aussi terrible que je le pensais. Je suis capable de gérer cela. À chaque exposition réussie, la peur diminue un peu. La tolérance grandit un peu. La confiance augmente un peu. Et surtout, retiens ceci, tu n'as pas besoin d'attendre de ne plus avoir peur pour agir. Agis avec la peur présente. C'est cela, le vrai courage. Non pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. La confiance ne se construit pas en évitant les défis. Elle se construit en les traversant. Chaque fois que tu fais quelque chose qui t'effrayait et que tout se passe raisonnablement bien, tu déposes une pièce dans ton compte de confiance en toi. Avec le temps, ce compte se remplit. Et lorsque de nouveaux défis apparaissent, tu possèdes déjà des ressources intérieures pour les affronter. Le stoïcisme appelle cela le développement de la fortitude, la force de caractère. Ce n'est pas un don réservé à quelques personnes. C'est le résultat d'un entraînement constant et délibéré. Comme le disaient les stoïciens tardifs. La difficulté que tu évites aujourd'hui devient la force de caractère qui te manquera demain. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision que quelque chose est plus important que cette peur. Affronter ces peurs transforme profondément une vie. Mais les grands changements ne viennent pas d'un unique acte héroïque. Ils viennent de ce que tu fais chaque jour, même lorsque personne ne te regarde. Chapitre 9. Entraîne ton esprit chaque jour. Il y a quelque chose que faisait Marc Aurèle chaque matin, avant que le bruit du jour ne commence. Avant les audiences, avant les décisions d'État, avant les conflits de l'Empire, il s'asseyait avec ses pensées, et écrivait. Pas pour la postérité. Pas pour être lu par les autres. Mais pour lui-même, afin de s'entraîner intérieurement. C'était son journal philosophique personnel, un carnet d'entraînement mental. Et encore, les mêmes thèmes revenaient, la brièveté de la vie, l'importance d'agir avec vertu, la nécessité de rester serein face à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Non pas parce que Marc Aurèle avait déjà résolu tous ses problèmes, mais parce qu'il avait besoin de se les rappeler chaque jour. Voilà ce qu'est l'entraînement de l'esprit. Ce n'est pas une révélation soudaine qui te transforme une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, humble et constante. C'est une petite habitude qui, accumulée dans le temps, produit des transformations qu'aucun événement unique ne pourrait provoquer. Les grands changements face à l'anxiété ne viennent généralement pas d'une thérapie intensive de week-end ni d'un livre lu pendant un voyage. Ils viennent de ce que tu fais chaque jour, pendant des semaines, des mois, des années. Voici 5 petites habitudes inspirées de la pratique stoïcienne qui ont un impact immense sur l'anxiété. La première est la réflexion matinale. 5 minutes avant de regarder ton téléphone, avant d'entrer dans le bruit du monde. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait être difficile aujourd'hui ? Comment est-ce que je veux y répondre ? Quelle valeur ai-je envie de pratiquer aujourd'hui ? La deuxième est le journal de gratitude et de progression. Non pas pour te convaincre que tout est parfait, mais pour reconnaître ce qui va bien et ce que tu as réussi à gérer correctement. La troisième est la lecture philosophique ou réflexive. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Une page des pensées de Marc Aurèle, une lettre de Sénèque, un fragment de Épictète. Une nourriture mentale qui contrebalance la consommation compulsive des actualités et des réseaux sociaux. La quatrième est le mouvement conscient. Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur le corps, mais ici il s'agit aussi d'un entraînement de la volonté, pas seulement d'un exercice physique. La cinquième est la révision nocturne, comme le faisaient les stoïciens. À la fin de la journée, pose-toi 3 questions, que ai-je bien fait aujourd'hui ? Que aurais-je pu faire mieux ? Qu'est-ce que j'apprends de cela ? Dans la société actuelle, l'une des plus grandes sources d'anxiété chronique est la surcharge d'informations, de stimulation, d'obligations et d'attentes. Nous sommes connectés en permanence, disponibles en permanence, constamment en train de nous comparer à des versions idéalisées qui n'existent même pas. Le stoïcisme nous invite à pratiquer ce que l'on pourrait appeler la soustraction délibérée. Non pas ajouter davantage de choses à notre vie, mais retirer ce qui n'apporte rien. Ne pas accepter toutes les invitations. Ne pas consommer toutes les informations. Ne pas participer à toutes les conversations. Ne pas prendre tous les engagements. Sénèque écrivait, « Retire-toi autant que possible vers ceux dont la fréquentation t'améliore. » C'est une invitation à devenir sélectif avec ton attention, ton temps et les personnes auxquelles tu donnes accès à ta vie. Chaque décision qui élimine le superflu est une décision qui crée de l'espace pour ce qui compte vraiment. L'anxiété prospère dans le chaos et l'imprévisibilité.
Une routine solide, même si elle peut sembler restrictive, est en réalité l'un des outils les plus libérateurs qui existent. Quand tu sais ce que tu vas faire dans les premières heures de la journée, quand tu possèdes des repères stables, l'esprit a moins de raisons de déclencher l'alarme. Construis ta routine avec une intention stoïcienne. Inclus du temps pour le corps, du temps pour l'esprit, du temps pour les relations, du temps pour le silence. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de la suivre sans exception chaque jour. Mais elle doit exister. Elle doit être la tienne. Et elle doit refléter ce que tu valorises. Nous avons déjà dit que la pensée positive superficielle ne fonctionne pas. Mais une approche positive réaliste, elle, fonctionne réellement. Cela signifie chercher activement ce qui fonctionne sans nier ce qui ne fonctionne pas. Cela signifie reconnaître les progrès, même petits. Reconnaître les ressources que tu possèdes, les forces que tu as déjà démontrées, les difficultés que tu as déjà traversées. Les stoïciens pratiquaient la gratitude non pas comme une naïveté, mais comme une reconnaissance honnête de ce que la vie, malgré ses épreuves, leur avait donné. Marc Aurèle commençait souvent ses réflexions en se rappelant les personnes qui lui avaient enseigné quelque chose de précieux. C'était sa manière d'ancrer son regard dans ce qui méritait de la reconnaissance, et pas seulement dans ce qui nécessitait une correction. La constance est la vertu qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Tu as appris à t'entraîner. Mais le grand défi n'est pas de commencer. Le grand défi est de continuer. Comment éviter de retourner au point de départ lorsque la vie devient difficile? Le dernier chapitre apporte la réponse définitive. Chapitre 10. Garde ton calme dans le temps. Avant de commencer ce dernier chapitre, je veux te demander quelque chose. Si ce contenu t'a apporté quelque chose, s'il a réveillé quelque chose en toi, s'il a mis des mots sur une souffrance que tu ressentais depuis longtemps sans réussir à l'exprimer, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Mets un « j'aime » à cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Pas pour des statistiques, mais parce qu'il existe dans ta vie des personnes qui souffrent en silence et qui pourraient trouver ici quelque chose capable de transformer leur relation avec elles-mêmes. Ce geste ne te coûte que quelques secondes, mais il peut signifier énormément pour quelqu'un d'autre. Maintenant, le dernier chapitre. Il y a une chose que personne ne te dit quand tu commences à travailler sur ton anxiété, le progrès n'est pas linéaire. Il y aura des semaines où tu te sentiras transformé, où les outils fonctionneront parfaitement, où ton esprit sera clair et paisible. Et il y aura des jours où tout semblera revenir comme avant, où l'anxiété reviendra avec force, où tu auras l'impression d'avoir perdu tout ce que tu avais gagné. Ces jours-là ne prouvent pas que tu as échoué. Ils font partie intégrante du processus. Et la manière dont tu réagis à ces jours change tout. Les rechutes sont l'une des plus grandes menaces pour la guérison à long terme. Non pas parce qu'elles sont terribles en elles-mêmes, mais parce que l'interprétation que nous en faisons peut l'être. Si, lorsque l'anxiété revient, tu te dis, tout cela ne sert à rien. Je suis irrécupérable. Je n'y arriverai jamais. Alors ce n'est pas l'anxiété qui te ramène au point de départ, mais cette interprétation. Le stoïcisme possède une réponse à cela, le kathekon, le devoir du moment présent. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de faire ce qui est juste maintenant. Si hier a été une journée difficile, cela ne condamne pas aujourd'hui. Aujourd'hui recommence à zéro. Aujourd'hui, tu peux respirer, observer et choisir. Et souviens-toi, chaque rechute contient une information. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Avais-tu mal dormi? Avais-tu négligé l'exercice physique? Étais-tu en train d'éviter quelque chose? Traite la rechute comme un professeur, pas comme une condamnation. À ce stade, tu possèdes déjà suffisamment d'outils pour construire ton propre plan personnalisé. Un plan qui t'appartienne, qui s'adapte à ta vie, à tes déclencheurs, à tes ressources et à tes limites. Je te propose de le structurer en 3 parties. La première, tes pratiques quotidiennes. Ces petites habitudes constantes qui maintiennent ton système nerveux en équilibre. La deuxième, tes outils d'urgence. Ceux que tu actives quand l'anxiété monte en intensité, la respiration 4-7-8, l'ancrage sensoriel, l'autocompassion active. La troisième, ton réseau de soutien. Les personnes, les ressources et les professionnels vers lesquels tu te tournes lorsque la difficulté dépasse ce que tu peux gérer seul. Ce plan n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être honnête. Et il doit être le tien. Le stoïcisme, malgré son accent sur l'autonomie et la force intérieure, n'a jamais été une philosophie de l'isolement.
Les stoïciens accordaient une immense valeur à la communauté, à l'amitié et à l'enseignement. Épictète avait ses disciples. Sénèque avait Lucilius. Marc Aurèle avait ses conseillers. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. C'est une forme d'intelligence. Et il existe des moments où l'anxiété dépasse ce qu'un livre, une vidéo ou une pratique personnelle peut gérer. Quand l'anxiété détruit ton sommeil, ton travail ou tes relations. Quand apparaissent des pensées d'autodestruction. Quand le désespoir devient constant. Alors il est temps de chercher un soutien professionnel sans hésiter. Un psychologue. Un psychiatre. Un médecin. Ne repousse pas cela. Ne le considère pas comme un échec. Considère-le comme la décision la plus intelligente et la plus courageuse que tu puisses prendre. Je veux terminer avec une idée capable de transformer complètement ta relation avec l'anxiété, si tu l'intègres vraiment. Une anxiété bien comprise et bien gérée peut devenir l'un de tes plus grands maîtres. Non pas parce que la souffrance est bonne en soi, ne tombons pas dans ce piège, mais parce que les personnes qui ont traversé le travail de compréhension et de transformation de leur anxiété développent souvent des capacités rares. Une conscience profonde de leurs états intérieurs. Une tolérance à l'inconfort bien supérieure à la moyenne. Une empathie sincère envers la souffrance des autres. Et une compréhension réelle de ce que signifie être humain dans toute sa complexité. Marc Aurèle a gouverné un empire. Il a connu la guerre, la maladie, les trahisons et la perte de ses enfants. Et malgré tout cela, ou peut-être grâce à tout cela, il a développé un esprit et un caractère qui continuent d'éclairer l'humanité près de 2000 ans plus tard. Non pas parce que la vie lui a été facile, mais parce qu'il a appris à travailler avec ce qui lui était difficile. L'anxiété que tu as vécue n'a pas besoin d'être uniquement un fardeau. Elle peut aussi devenir la raison pour laquelle tu développes une relation avec ton esprit que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Voilà le stoïcisme dans sa forme la plus pure. Non pas la promesse d'une vie sans difficulté, mais la promesse d'une vie vécue avec dignité, conscience et liberté intérieure, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Comme l'écrivait Sénèque. La sagesse ne consiste pas à savoir davantage. Elle consiste à être moins perturbé. Travaille cela chaque jour, un petit pas à la fois, et avec le temps tu découvriras que l'esprit qui t'effrayait tant est devenu ton plus grand allié. L'esprit qui apprend à se connaître lui-même n'a plus besoin de fuir quoi que ce soit, car il découvre que la paix qu'il cherchait à l'extérieur a toujours existé à l'intérieur de lui. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires, pense sans peur. Je t'invite également à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire afin que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles à des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te recommande aussi de regarder les 2 dernières vidéos que nous avons sélectionnées pour toi. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve dans notre prochaine aventure.